En matière de lutte contre le réchauffement climatique, j'ai la conviction que rien ne pourra se faire de sérieux à la hauteur des enjeux tant que les États-Unis ne rentreront pas dans la bataille avec toute leur force et leur conviction. C'est pour ça que je suis avec beaucoup de vigilance les signaux qui pourraient indiquer des évolutions favorables venant d'outre-Atlantique. Mais en ce début 2022, ce sont plutôt des signes inquiétants dont il nous faut parler, puisque l'ancien président climato-sceptique, Donald Trump, est en train de manœuvrer pour préparer ce qui s'apparente à une nouvelle forme de coup d'État qui pourrait se révéler imparable et mener à son retour à la présidence des États-Unis en 2024. C'est le sujet de cette vidéo. Il faut réaliser, avant toute chose, que l'esprit malade de Donald Trump a absolument besoin, pour maintenir son intégrité psychique, de ne jamais perdre. Parce que perdre reviendrait à désintégrer le monde mental qu'il s'est fabriqué pour survivre dans un univers familial toxique. Nous y reviendrons. Et donc, il a besoin de mobiliser toutes ses forces intellectuelles, physiques, psychiques, pour faire en sorte que les faits lui donnent toujours raison, quitte à tordre ou soumettre la réalité en utilisant autant que nécessaire le mensonge, la dissimulation, la tricherie, la manipulation, l'intimidation et la menace, le dévoiement des institutions. Ces ressorts de sa personnalité en font un vendeur, au sens très large du terme, particulièrement culotté et efficace. Et il a pu, grâce à la réussite de son père dans l'immobilier, bénéficier de beaucoup d'argent dès le départ et d'une introduction dans un monde des affaires où il a fait fortune en employant tous les moyens et coups tordus possibles et imaginables. L'animation de shows télévisés complète le personnage qui a pu s'exercer à maîtriser les publics et lui a offert une exposition médiatique auprès de millions d'Américains. En résulte l'image parfaite d'une réussite à l'américaine, fortune, culot, exposition médiatique, qui alimente un ego surdimensionné jusqu'à la caricature. Tout cela en fait bien, à partir du moment où il se lance dans la politique, l'homme le plus dangereux du monde, qu'évoque sa nièce psychologue dans le livre qu'elle lui a consacré avant son élection. Et suite à sa défaite, bien réelle celle-là aux élections présidentielles de 2020, Donald Trump, qui a tenté un inimaginable coup de force au Congrès, est en train d'entraîner derrière lui l'Amérique la plus conservatrice pour arriver à terme à effacer cette impossibilité psychique personnelle, reconnaître une défaite. Et ça a plutôt l'air de bien marcher, car une observation attentive de ce qu'il s'efforce de mettre en place révèle un plan de dévoiement des institutions et de manipulation des foules qui pourrait bien le reconduire à la présidence. Pour faire valider l'obsession vitale qu'il n'a pas perdu les élections en 2020, celles-ci ont été truquées et on lui a volé sa victoire. Et pour qu'il puisse se venger de toutes celles et ceux qui se sont opposés à cette vision de la réalité. Et oui, la puissance d'un déséquilibre psychique individuel peut conduire jusque-là, même s'il faut toujours garder à l'esprit que cela fonctionne parce que ça fait écho dans une population sans doute elle-même perturbée et réceptive. Et il faudra décrypter cela. La nièce de l'ancien président, psychologue de son état, évoque dans son livre « Trop et jamais assez, comment ma famille a créé l'homme le plus dangereux au monde », une ambiance familiale délétère. Elle évoque le poids du patriarche, Fred Trump, homme dominateur, qui voulait faire de ses fils des tueurs et qui aurait monté ses 3 enfants les uns contre les autres. Et elle évoque la descente aux enfers de son propre père, frère de Donald Trump, qui n'a pas réussi à se dégager de l'emprise familiale toxique. Un autre psychologue, John Gartner, indique que Donald Trump présente clairement 4 symptômes du narcissisme malfaisant, le type de personnalité le plus destructeur, dont la paranoïa, le narcissisme, un caractère antisocial et le sadisme. Ce genre de dirigeants, ajoute-t-il, surgissent tout au long de l'histoire et ils sont toujours extraordinairement perturbateurs, relevant que le même diagnostic avait été établi pour des personnages aussi sinistres que Hitler, Staline, Mussolini. Ce n'est pas que Donald Trump soit aussi mauvais destructeur que Hitler, ou qu'il soit l'équivalent d'un Hitler, complète-t-il, mais il a le même diagnostic. Évoquons d'ailleurs quelques traits visibles de ces troubles. Par exemple, le chroniqueur sportif Rick Riley raconte que le milliardaire joue au golf comme il préside,
avec l'obsession de la gagne et la triche pour y parvenir. Peu importe l'adversaire, Trump doit gagner, écrit Riley. Que vous soyez son pharmacien ou Tiger Woods, si vous jouez avec lui, il va tricher. Concernant sa propension au mensonge, le Washington Post, qui a recensé les affirmations fausses et trompeuses de Trump, en compte 9450 en 800 jours, soit près de 12 mensonges par jour. On peut aussi reprendre quelques déclarations de Michael Cohen, son ex-avocat, vice-président de la Trump Organization pendant 10 ans, qui fut son homme de main, son pitbull autoproclamé, et qui, devenu témoin à charge sous serment, évoque un escroc, un tricheur, qui lui aurait par ailleurs demandé peut-être 500 fois en 10 ans, dit-il, de menacer des individus ou des entités en son nom. Rappelons également cette conversation téléphonique surréaliste avec le secrétaire d'État de Géorgie pour essayer d'obtenir une modification des résultats du vote de 2020. J'ai juste besoin de trouver 11 780 voix, plaide le président, lors d'une interminable conversation téléphonique. Il n'y a rien de mal à dire que vous avez dû recalculer. Alternant menaces, flatteries et abjections, il apparaît comme un forcené qui tenterait de décrocher le plus gros contrat de sa vie, souligne le chroniqueur de CNN. Tout cela et bien d'autres en font un personnage qui a inquiété le général Milley, plus haut gradé américain, peut-être excessivement anxieux, mais qui a quand même manœuvré en secret pour éviter que Trump puisse lancer une frappe nucléaire sur la Chine. Il a réuni pour cela les officiers en charge des frappes nucléaires pour les convaincre de ne plus obéir aveuglément à Trump, leur faisant promettre de le contacter d'abord avant toute exécution d'ordre venant de la Maison-Blanche. Et il a téléphoné à 2 reprises à son homologue chinois pour apaiser ses craintes. Une première fois juste avant les élections, puis 2 jours après l'attaque du Capitole. Si vous avez encore quelques doutes sur les capacités de manipulation du personnage, je vous invite à visionner les 2 vidéos en commentaire qui décortiquent magistralement l'attaque du Capitole du 6 janvier 2021. On voit très clairement comment Donald Trump manipule ses supporters pour qu'ils s'en prennent violemment au Congrès et comment il instrumentalise 2 milices d'extrême droite, les Proud Boys et les Housekeepers, que l'on voit à la manœuvre, galvanisant les foules et organisant les effractions. Cela n'a pas marché cette fois-ci, mais Trump, loin d'abandonner la partie, continue à manœuvrer dans l'ombre pour préparer le coup suivant. Et 1 an après l'attaque du Congrès, l'emprise de Trump est à peu près totale sur le camp conservateur, où il continue à faire le ménage et quiconque lui résiste ou déplaît trouvera un concurrent plus docile sur sa route. Il continue à marteler encore et toujours la fable d'une insurrection qui se serait produite non pas lors de l'attaque du Capitole, mais le jour du vote en sa défaveur. Une réécriture toxique de l'histoire que le camp conservateur reprend à son compte sur le mode d'un récit fondateur et galvanisant. Et résultat significatif, 68% des électeurs républicains pensent que l'élection de Trump a été volée. Salomé Robles, un politologue canadien, écrit début 2022 que Donald Trump et quelques autres ont transformé le Parti républicain en un culte de la personnalité quasi-fasciste, ce qui en fait un instrument parfait pour détruire la démocratie. Il estime que les États-Unis pourraient devenir une dictature d'ici à 2030 et exhorte son pays à se préparer à cette éventualité. Car l'argent coule à flot pour abonder les ambitions politiques, personnelles et médiatiques de l'ancien président, qui est en passe de démarrer son propre réseau social intitulé Truth, la vérité, qui sera, à n'en pas douter, sa vérité à lui, celle d'un monde où ses soi-disant défaites sont forcément des vols, des tricheries, des trucages ou des forfaitures. Plusieurs moyens sont mis en œuvre pour préparer sa revanche dans une vingtaine d'États où les républicains ont la main sur les législatures locales. La refonte des lois électorales, tout d'abord, qui, sous prétexte de sécurisation des votes, est le premier levier qu'ils utilisent pour rendre plus difficile, voire empêcher, l'accès au vote des minorités favorables aux démocrates. Une façon de rejouer avec le ségrégationnisme qui a pourtant reçu le soutien surprenant de la Cour suprême, dominée par les conservateurs. Le deuxième levier, ce sont les redécoupages de la carte électorale, qui jouent également sur la dilution des minorités pour tailler sur mesure un maximum de circonscriptions imprenables,
sans hésitation sur les géométries les plus extravagantes pour y parvenir. Mais surtout, et c'est probablement le point le plus dangereux pour la démocratie, des enquêtes journalistiques documentent dans plusieurs États un mouvement de purge des responsables républicains locaux ayant pris part à la validation des suffrages favorables à Biden en 2020, et qui s'accompagne d'une vague de candidatures trumpistes, c'est-à-dire acquises à la thèse d'un vol de l'élection, et ce à toutes sortes de postes clés ayant tous en commun la prérogative de superviser les élections. Ainsi donc, tout se met en place pour que lors des futures élections, la vérité selon Trump puisse s'imposer par tous les moyens nécessaires. Première étape à venir, les élections de mi-mandat qui se tiendront dès le 8 novembre de cette année et où seront remis en jeu un tiers du Sénat, soit 34 sièges, et l'ensemble des 435 sièges de la Chambre des représentants. C'est une occasion pour les républicains de bloquer définitivement dès la fin de cette année toute capacité d'action de Joe Biden et des démocrates, en attendant les élections présidentielles de 2024. Et Donald Trump encourageait d'ailleurs ses troupes en ce sens dès novembre 2021. Si nous faisons notre travail et demeurons soudés, Joe Biden, Nancy Pelosi et la totalité du parti radical-démocrate connaîtront un effondrement dans des proportions jamais vues. En face de ce rouleau compresseur, Joe Biden paraît en grande difficulté. Empêtré dans l'image désastreuse du retrait chaotique d'Afghanistan, il l'est aussi dans la difficile question de la pression migratoire aux frontières. Surtout, il peine à faire voter par son propre camp les grands projets de sa mandature. Et s'il a pu faire voter un premier volet de 1200 milliards de dollars tout de même, c'est pas rien, pour remettre à niveau les infrastructures, son projet phare, Build Back Better, reconstruire mieux, qui concerne les questions sociales et environnementales, et qu'il avait déjà ramené de 6 000 à 1 700 milliards de dollars, est bloqué par un sénateur démocrate, Joe Manchin, qui a déclaré fin décembre, après moult discussions, qu'il ne le voterait pas. Pas mieux non plus du côté de la commission d'enquête sur l'assaut du Capitole, qui a déjà condamné plus de 700 émeutiers, mais qui se heurte à un barrage de procédures et un refus de témoigner pour toucher le premier cercle et le président lui-même, qui font tout leur possible pour retarder et faire obstacle aux travaux de la commission. Et il faudra être particulièrement attentif à la décision de la Cour suprême, qui doit statuer sur la demande faite à Donald Trump de remettre à la commission les documents de la Maison-Blanche sur la journée du 6 janvier. Un moment clé pour voir comment va se comporter la plus haute instance juridique des États-Unis sur la question cruciale, une fois de plus, de la vérité. Et soit elle permet que soient rendus publics des éléments tangibles pour que chacun puisse mesurer l'implication de Trump et de ses lieutenants dans l'attaque du Congrès, sinon l'ancien président aura beau jeu de continuer à répandre les récits les plus fantaisistes sans que personne ne dispose des éléments objectifs pour en mesurer la part de mensonge. On en est là de ces tensions extrêmes qui font dire à Jocelyn Benson, secrétaire d'État démocrate du Michigan, c'est un danger maximum et l'enjeu le plus crucial de notre temps. S'il n'est pas pris au sérieux par les leaders comme par les citoyens, nous pourrions ne plus être en mesure de faire prévaloir la démocratie en 2024. Et je rajouterai que pour la question climatique, ce serait bien sûr une catastrophe. J'ai développé dans ma précédente vidéo l'idée que le réchauffement climatique venait poser des limites claires à l'appétit de croissance de la civilisation thermo-industrielle. Et que, la mondialisation achevée, il devenait utile et nécessaire de revoir la place dominante de l'Occident, pour que chaque être humain sur la planète puisse accéder au minimum des bienfaits de la modernité qui lui assure une vie digne, c'est-à-dire la satisfaction de ses besoins physiologiques de base, la sécurité, l'accès aux soins, la liberté. Ce n'est ni plus ni moins que la mise en œuvre partout des droits de l'homme. Enfin, devrait-on dire. Mais il faut pour cela que les Occidentaux regardent avec courage les facettes sombres de leur passé. Suprémacistes, génocidaires, esclavagistes, colonialistes, ségrégationnistes, impérialistes. Des violences qui ont été le socle d'une très longue domination du monde et qui ont permis d'accéder à un confort privilégié dont il n'est pas toujours fait bon usage.
Revoir cela est nécessaire pour que nous puissions admettre la nécessité d'un partage global, équitable autant que faire se peut, des ressources et des quotas d'émissions dont nous commençons à mesurer qu'elles ont des limites. Mais chacun peut voir dans l'actualité que nous vivons au contraire une phase de réactivation des bases culturelles de nos violences conquérantes passées. Et les populistes semblent partout avoir le vent en poupe, qui soufflent sur les braises, travestissent l'histoire, agitent les peurs du déclin, fustigent les minorités, combattent la résurgence des mémoires traumatiques, relancent la culture de la domination des autres. Ils ne mesurent pas qu'ils ne font que retarder un mouvement inéluctable de l'histoire, un passage certes difficile vers tempérance, équité et sobriété, mais qu'ils nous poussent à vivre plutôt sur un mode chaotique et guerrier. Pas étonnant que ce soit aux États-Unis que cette tectonique soit la plus active, la plus clivée, la plus violente. Ils ont vécu en leur sein les pires formes de la domination d'une communauté raciale sur toutes les autres. Le tout savamment dissimulé par le mythe fondateur du pionnier blanc anglo-saxon et protestant accomplissant avec brutalité si nécessaire la mission confiée par Dieu lui-même d'apporter au reste du monde civilisation et liberté. Et l'élection de Donald Trump, après celle d'un premier président noir qui a soutenu l'expression des minorités, a été le marqueur d'un retour en force de ces valeurs conservatrices attachées à valoriser ce passé violent. C'est le signe d'une population déboussolée et apeurée par les changements du monde, par le réveil des minorités et la résurgence des mémoires traumatiques. Et Donald Trump a merveilleusement su jouer de ce contexte clivé et tendu pour créer le chaos où son esprit malade sait pouvoir s'imposer. La suite de l'histoire, vous la connaissez, et elle va à nouveau en 2022 écrire des pages d'une portée considérable pour le monde entier. Et je continuerai donc à me faire ici le chroniqueur attentif de cette extrême agitation du monde pour tenter de donner sens et cohérence aux événements à venir. Je vous souhaite le meilleur, à bientôt, et en attendant, portez-vous bien.